everybody, my name is Constance. I'm from Lille, from the north of... Imaginez ceci. Dans un backstage new-yorkais saturé de gel, de gris brûlante et de talkie qui crépite, une Française aux yeux bleu-gris s'attache les cheveux en une queue de cheval mette, pose sa bouteille d'eau, inspire 4 temps, expire 4 temps. Pas d'esbrouf, pas de dramaturgie. Elle s'appelle Constance Jablonski. À 19 ans, son visage devient celui d'Estée Lauder, et pourtant rien en elle ne trahit la hâte. Son pouvoir n'est pas dans l'excès, il est dans la mesure. Une chemise blanche, un jean droit, une peau saine, un pas précis. Ce que les rédactions ont fini par appeler, presque avec envie, le French chic. Sur le marbre silencieux d'Hermès, elle passe comme une ligne claire. Chez Elisab, elle laisse les étoffes parler à sa place. Air et lumière à l'unisson. Et, un soir de néon rose et de musique déchaînée, elle marche pour le défilé Victoria's Secret, prouvant qu'une esthétique de pureté peut survivre au carnaval des plumes. Le paradoxe est là, tranchant. Dans une industrie obsédée par le bruit, Constance a bâti une carrière avec le calme, la rigueur, la grâce musculaire d'un corps qui écoute avant de s'imposer. Qui est donc cette Française qui n'a jamais perdu sa mesure, même quand le monde exigeait davantage, toujours davantage? D'où vient ce silence qui coupe net le vacarme autour d'elle? Pour le comprendre, il faut revenir avant les podiums, à l'endroit où l'on apprend à attendre, à viser, à tenir la balle dans le regard avant de la frapper. Constance Jablonski est née un matin de printemps 1991 à Lille, loin des capitales saturées de podiums et de projecteurs. Fille d'un père ingénieur et d'une mère pharmacienne, elle grandit dans un environnement stable, presque méthodique, où le goût de l'effort et la régularité prenaient le pas sur les éclats improvisés. Lille, avec ses façades de briques, ses marchés couverts et ses hivers obstinés, formait le décor d'une enfance marquée par la discipline et une certaine retenue nordiste. Il n'y avait pas en tort de talons aiguilles ni de flash, seulement des terrains de sport, des salles de classe et un filet tendu sur lequel rebondissaient des balles jaunes. Car avant de songer à défiler, Constance rêvait de tennis. Dès l'âge de 8 ans, elle passait des heures sur le court, peau hâlée par les étés lillois, muscles déjà définis par l'entraînement régulier. Les tournois régionaux faisaient partie de son agenda et son sens de la compétition se forgeait là, entre les services puissants et les échanges qui duraient. Cette rigueur sportive avait devenir, bien plus tard, l'armature invisible de sa carrière de mannequin. Pourtant, sous cette apparente rectitude, il y avait une curiosité vive. Les magazines de mode que sa mère rapportait parfois du kiosque suscitaient en elle un mélange de fascination et d'incrédulité. Ces femmes aux silhouettes impeccables semblaient venir d'une autre planète, pas de la cour de récréation où l'on se salissait les genoux. Adolescente, Constance n'était pas l'archétype de la jeune fille qui rêve de podium. Elle mesurait déjà plus de 1,75 m et cette taille qui allait devenir son atout lui valait alors des remarques, des regards insistants, parfois des complexes. Dans la cour du lycée, elle se tenait droite, mais pas pour se montrer. C'était la posture d'une sportive, pas celle d'une coquette. Ses amis la décrivaient comme réservée, mais dotée d'une persévérance rare, cette capacité à répéter un geste 1000 fois jusqu'à le maîtriser. Ses étés se passaient souvent sur la côte atlantique, dans des vacances simples, entre vélo, baignade et tournois amicaux. Là encore, rien qui ne la prédestinait à croiser la route des grands créateurs. Et pourtant, à travers ces années de simplicité et de sport, se dessinait déjà une énergie particulière, celle qui permet de supporter les cadences, les voyages et les exigences d'un métier où l'on vous observe à chaque seconde. Il y avait aussi cette éducation à la française, mêlant liberté et cadre, qui la rendait capable de se tenir avec aisance dans n'importe quelle situation, de la table familiale au dîner mondain. À la maison, les discussions tournaient rarement autour de la mode. On parlait d'actualité, de sciences, de projets scolaires. Ses parents protecteurs mais ouverts l'encourageaient à poursuivre ses études et à garder les pieds sur terre. Ils n'imaginaient pas encore que leur fille qui courait d'un match à l'autre avec ses raquettes deviendrait un visage connu aux 4 coins du monde. Mais déjà, elle observait les gens avec un œil précis, enregistrant les attitudes, les gestes, les façons de se présenter. Un apprentissage discret qui, plus tard, lui donnerait ce mélange de naturel et de sophistication recherché par les marques. Cette enfance lilloise, baignée de rigueur sportive, d'une vie familiale équilibrée et de cette lumière tamisée du Nord, allait devenir la base solide sur laquelle Constance bâtirait une carrière internationale. Rien de tapageur, rien de précoce, seulement un terrain fertile où germaient patience, endurance et un certain goût pour la précision.
Autant de qualités invisibles aux yeux des adolescents de son âge, qui quelques années plus tard feraient toute la différence quand viendrait le temps de répondre à l'appel des podiums. Le basculement pour Constance Jablonski n'a pas commencé sous les spots aveuglants d'un défilé, mais dans la lumière plus crue d'une salle polyvalente un samedi après-midi banal. Elle avait 16 ans, encore plongée dans les compétitions de tennis et les cours du lycée, lorsque sa meilleure amie l'inscrivit presque en douce à un concours local de mannequins. Ce n'était pas un rêve qu'elle formulait elle-même, plutôt une curiosité, une parenthèse dans un quotidien réglé par les entraînements sportifs et les devoirs. Le jour venu, elle enfila un jean brut et un débardeur blanc, ses cheveux attachés simplement, sans chercher à se transformer. Elle se souvient avoir senti sur elle les regards d'un jury mi-intrigué, mi-perplexe. Cette grande fille athlétique avait quelque chose de différent, un mélange de santé éclatante et de retenue presque timide. Le concours était affilié à l'Elite Model Look, l'une des portes d'entrée les plus prestigieuses dans l'industrie. À la fin de la journée, contre toute attente, on lui proposa de participer à la finale nationale. C'est là que la dynamique familiale entra en jeu. Ses parents, attachés à ses études et à sa stabilité, reçurent la nouvelle avec prudence. Ils craignaient les excès et les illusions d'un milieu qu'ils ne connaissaient qu'à travers les clichés médiatiques. Mais Constance, fidèle à sa nature, ne plaida pas avec des promesses enflammées. Elle argumenta avec calme, expliquant que cette expérience ne compromettrait pas ses études, qu'elle la vivrait comme une opportunité à saisir sans pour autant renoncer à ce qu'elle avait construit. La finale nationale, organisée à Paris, fut pour elle un premier choc visuel et sensoriel. Les coulisses bourdonnaient d'accents, de pinceaux, de cintres qui s'entrechoquent. On lui maquilla les paupières d'un brun chaud. On lui expliqua comment marcher sur la musique, comment croiser le regard des photographes sans le figer. Elle découvrit alors un aspect qui la séduisit immédiatement, la rigueur. Derrière les images glamour, il y avait une discipline comparable à celle du sport de haut niveau. Chaque posture devait être maîtrisée, chaque pas précis, chaque expression pensée. Ce langage du corps, elle le comprenait instinctivement, grâce à ses années passées sur un cours de tennis, à lire les gestes de l'adversaire et à calculer la trajectoire parfaite. Bien qu'elle ne remportât pas la première place, Constance fut repérée par plusieurs agences, dont Elite Paris, qui lui proposa un contrat. Ce fut la première véritable décision de carrière à prendre. Elle choisit de terminer ses études secondaires avant de s'engager pleinement, mais commença à voyager pendant les vacances scolaires pour de premiers shootings à Milan et Londres. Chaque voyage était une initiation. À Milan, elle posa pour un catalogue où on lui demandait de sourire de toutes ses dents, loin des regards appuyés des magazines de mode. À Londres, elle découvrit l'atmosphère électrique des studios où se préparaient les éditoriaux pour Vogue et Harper's Bazaar. Ce n'était pas toujours facile. Les castings pouvaient être impitoyables, avec des salles pleines de jeunes femmes venues du monde entier, toutes longélignes, toutes impeccablement habillées. Certaines la regardaient comme une nouvelle venue naïve, mais avaient cette capacité rare à ne pas se laisser déstabiliser. Les refus, elle les prenait comme des matchs perdus. Une analyse rapide, un ajustement et retour sur le terrain. Ce mental forgé par le sport devint son arme secrète dans un métier où l'échec est quotidien. Sa première grande campagne arriva presque par surprise. Un photographe la recommanda à une marque de prêt-à-porter qui cherchait un visage naturel mais sophistiqué. Le shooting eut lieu dans un appartement haussmannien, avec la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les rideaux blancs. Les images, publiées quelques semaines plus tard, attirèrent l'attention d'autres maisons, et surtout d'Estée Lauder, qui cherchait à renouveler leur casting avec une beauté européenne plus fraîche, moins formatée. Lorsqu'elle reçut l'appel pour un rendez-vous à New York, elle crut d'abord à une erreur. Mais quelques semaines plus tard, elle signa un contrat qui ferait d'elle une des visages internationaux de la marque à seulement 19 ans. C'était la première fois qu'elle mettait réellement un pied dans ce qui allait devenir sa vie. New York, avec ses avenues droites et son rythme implacable, lui offrait un terrain où tester sa résistance. Les journées pouvaient commencer à l'aube avec un shooting et se terminer tard le soir après un dîner de travail. Elle apprit à voyager seule, à gérer le décalage horaire, à maintenir son hygiène de vie au milieu des tentations d'une ville qui ne dort jamais. Et chaque fois qu'elle enfilait une robe haute couture ou un ensemble de lingerie, elle se souvient de ce jour à Lille, dans une salle polyvalente où tout avait commencé par un simple « pourquoi pas ». Le véritable éclat de Constance Jablonski sur la scène internationale se produisit presque comme une montée progressive, mais dont chaque étape semblait scellée par une rencontre décisive. Après son entrée remarquée chez Estée Lauder, les saisons suivantes s'enchaînèrent avec une intensité qui la propulsa dans la catégorie des mannequins incontournables. Dès l'automne-hiver 2010, elle ouvrit le défilé de Derek Lam à New York dans un manteau structuré couleur ivoire qui captait la lumière comme une seconde peau. Le pas assuré, le regard à la fois doux et impénétrable, elle imposait une présence que les critiques décrivirent comme la quintessence du chic français, sans effort mais irrésistible.
Paris, Milan, Londres, New York, son nom apparaissait désormais sur toutes les listes. Elle marchait pour Chanel dans un tailleur tweed revisité, pour Hermès dans des cuirs lustrés qui semblaient mouler sur son corps, et pour Elisab dans des robes diaphanes, saturées de broderie fine, où elle incarnait une féminité intemporelle. Mais c'est peut-être au Victoria's Secret Fashion Show qu'elle marqua le plus les esprits. Sur ce podium saturé de plumes, de strass et de paillettes, elle réussit l'équilibre délicat entre sensualité et élégance, rappelant que la séduction pouvait se conjuguer avec la retenue. Les images de son passage, avec ses ailes d'un blanc pur et son sourire lumineux, firent le tour des réseaux et des magazines, installant son visage dans la mémoire collective bien au-delà du cercle de la mode. Les campagnes publicitaires suivaient, chacune ajoutant une nuance à son image publique. Chez Estée Lauder, elle incarnait la fraîcheur et l'éclat d'une peau parfaite, photographiée dans des décors minimalistes qui mettaient en valeur ses traits harmonieux. Pour Max Mara, elle se glissait dans des manteaux oversize dans une palette de tons neutres, tandis que pour H&M, elle prêtait son allure accessible et contemporaine à des collections grand public. Cette capacité à passer d'un univers à l'autre, du luxe le plus raffiné à la mode démocratique, renforçait sa position dans un marché où la polyvalence est une denrée rare. En backstage, sa discipline impressionnait. Constance arrivait toujours en avance, son sac rempli d'essentiels, élastiques, bouteilles d'eau, snacks sains, un livre souvent en cours de lecture. Là où certaines mannequins cédaient à la nervosité ou à l'euphorie, elle conservait une concentration presque sportive, saluant les maquilleurs et coiffeurs par leur prénom, respectant le timing à la minute près. Cette rigueur lui valait le respect des équipes et beaucoup de photographes témoignaient qu'elle était une des rares à toujours donner quelque chose de nouveau à chaque prise. L'année 2012 fut celle de la consolidation. Elle multiplia les couvertures de Vogue France, Espagne, Japon et fit partie des visages choisis pour l'édition anniversaire du magazine, un privilège réservé à celles qui incarnent une époque. Elle collabora également avec Mario Testino, Peter Lindbergh et Patrick Desmarchelier, qui chacun voyait en elle une lumière naturelle, capable de transformer une simple prise de vue en image iconique. Lindbergh, en particulier, aimait capturer chez elle ce mélange de force et de douceur, ce regard franc mais jamais agressif. Mais c'est peut-être au sommet de cette période qu'elle marqua le plus les esprits. Sur ce podium saturé de plumes, de strass et de paillettes, elle réussit l'équilibre délicat entre sensualité et élégance, rappelant que la séduction pouvait se conjuguer avec la retenue. Les images de son passage, avec ses ailes d'un blanc pur et son sourire lumineux, firent le tour des réseaux et des magazines, installant son visage dans la mémoire collective bien au-delà du cercle de la mode. Les campagnes publicitaires suivaient, chacune ajoutant une nuance à son image publique. Chez Estée Lauder, elle incarnait la fraîcheur et l'éclat d'une peau parfaite, photographiée dans des décors minimalistes qui mettaient en valeur ses traits harmonieux. Pour Max Mara, elle se glissait dans des manteaux oversize dans une palette de tons neutres, tandis que pour H&M, elle prêtait son allure accessible et contemporaine à des collections grand public. Cette capacité à passer d'un univers à l'autre, du luxe le plus raffiné à la mode démocratique, renforçait sa position dans un marché où la polyvalence est une denrée rare. En backstage, sa discipline impressionnait. Constance arrivait toujours en avance, son sac rempli d'essentiels, élastiques, bouteilles d'eau, snacks sains, un livre souvent en cours de lecture. Là où certaines mannequins cédaient à la nervosité ou à l'euphorie, elle conservait une concentration presque sportive, saluant les maquilleurs et coiffeurs par leur prénom, respectant le timing à la minute près. Cette rigueur lui valait le respect des équipes et beaucoup de photographes témoignaient qu'elle était une des rares à toujours donner quelque chose de nouveau à chaque prise. Le sommet de cette période fut peut-être sa participation aux grandes campagnes d'Hermès, où elle se fondait dans des compositions graphiques, foulard au vent, cheveux tirés en chignon impeccable, silhouettes comme sculptées par la lumière du désert ou la froideur d'un studio épuré. Ces images reprises en affichage monumental dans les capitales la plaçaient dans une catégorie à part, celle des ambassadrices dont le visage devient indissociable de la marque qu'elle représente. Pourtant, ce tourbillon de succès ne l'éloigna pas de sa ligne de conduite. Pas de soirée excessive, pas de scandale. Elle continue à s'entraîner physiquement, combinant yoga, course à pied et entraînement léger, gardant une hygiène de vie qui contrastait avec l'image parfois décadente des coulisses de la mode. Les journalistes notèrent vite que, dans ses interviews, elle parlait autant de nutrition et de bien-être que de tendance et de podium, devenant malgré elle une sorte de modèle d'équilibre dans un milieu où l'on glorifie souvent l'extrême. Cette constance, le mot semble écrit pour elle, lui permit de durer au-delà de l'effet Nouvelle Égir.
Là où d'autres mannequins disparaissent après quelques saisons, elle maintint un rythme soutenu de collaborations prestigieuses sans jamais saturer le public. Et chaque fois qu'elle apparaissait, que ce soit dans une robe de soirée scintillante ou dans un ensemble casual pour une campagne de denim, elle imposait la même impression, celle d'une femme qui ne joue pas à être quelqu'un d'autre, mais qui offre la version la plus aboutie d'elle-même. Dans un univers où l'image se fabrique souvent à coups de scandales savamment orchestrés et de silhouettes retouchées à l'excès, Constance Jablonski s'est imposée en allant à contre-courant. Son French chic ne reposait pas seulement sur une esthétique naturelle, mais sur une philosophie claire, ne rien sacrifier de son intégrité pour un contrat, aussi lucratif soit-il. Très tôt, alors que certaines agences l'incitaient à se conformer à des standards de minceur drastiques, elle a posé une limite. « Je suis sportive, pas fragile », confia-t-elle dans une interview. Cette phrase, reprise par plusieurs magazines, devint une sorte de manifeste discret dans un milieu où l'on confond souvent discipline et privation. Son premier geste marquant contre les dérives de l'industrie fut de refuser un contrat qui lui imposait un régime sévère avant une campagne de lingerie. Non pas par caprice, mais parce qu'elle savait que céder à cette exigence irait à l'encontre de l'image de santé et de force qu'elle incarnait. Cette décision, loin de freiner sa carrière, renforça son attrait auprès de marques qui cherchaient à s'éloigner du modèle ultra-mince et irréaliste. Estée Lauder, notamment, salua publiquement sa position, affirmant que « la beauté se mesure aussi à la santé qu'elle reflète ». Mais sa résistance ne se limitait pas à la question du corps. Dans un milieu où beaucoup acceptent des collaborations sans se soucier de la philosophie de la marque, Constance a refusé de prêter son image à certaines entreprises accusées de pratiques peu éthiques, notamment dans la production textile. Ce choix, parfois critiqué pour son idéalisme, démontrait qu'elle avait une conscience professionnelle et personnelle au-delà du simple jeu de l'offre et de la demande. Elle préférait travailler avec des maisons alignées avec ses valeurs, quitte à renoncer à des contrats à plusieurs zéros. Un autre aspect de sa singularité résidait dans sa relation avec les réseaux sociaux. Alors que beaucoup de mannequins transformaient leur compte Instagram en vitrine calibrée pour les marques, Constance choisissait de publier des clichés de ses entraînements sportifs, de ses randonnées ou de moments simples avec ses amis et sa famille. Pas de mise en scène outrancière, pas de filtre excessif. Ce ton authentique lui permit de construire une communauté fidèle, plus intéressée par sa personne que par le seul vernis du mannequinat. Sa voix se fit également entendre sur des sujets plus larges. Elle participa à des campagnes de sensibilisation sur l'estime de soi et la diversité corporelle, rappelant que le mannequinat ne devrait pas imposer un seul et unique standard. En 2019, lors d'une table ronde organisée par un magazine français, elle osa octoralement critiquer la pression exercée sur les jeunes mannequins, notamment celles qui débutent loin de leur pays d'origine, souvent isolées et vulnérables. Ces propos, relayés par plusieurs médias, déclenchèrent un débat sur les conditions de travail dans la mode, un sujet encore tabou à l'époque. Ce courage tranquille ne signifiait pas pour autant qu'elle cherchait la confrontation. Au contraire, elle agissait toujours avec mesure, préférant la diplomatie aux éclats. Mais chaque refus, chaque prise de position ajoutait une couche à son image publique, celle d'une femme capable de tracer ses propres lignes dans un univers où tu pousses à la compromission. En coulisses, ses collègues savaient qu'elle était de celles qui vous défendent. Plusieurs mannequins plus jeunes ont raconté qu'elle n'hésitait pas à signaler un comportement inapproprié ou à soutenir une collègue face à une demande abusive. Ce rôle officieux de « grande sœur » renforçait son aura et sa crédibilité. Ainsi, son parcours ne s'est pas seulement construit sur des podiums et des campagnes, mais sur une série de choix qui, mis bout à bout, composent une ligne de conduite rare dans ce milieu. Une ligne où la réussite ne se mesure pas seulement en contrat signé, mais en respect gagné. Celui des marques, du public et surtout d'elle-même. Après plus d'une décennie de visibilité constante, la trajectoire de Constance Jablonski connut un ralentissement inattendu. Vers 2020, alors que la pandémie mondiale bouleversait l'industrie, elle se retira presque entièrement des podiums. Officiellement, elle expliqua dans une rare interview qu'elle souhaitait reprendre le contrôle de son temps et se concentrer sur des projets personnels. Mais derrière cette formule, il y avait la réalité d'un métier devenu plus exigeant et plus instable. Les défilés s'étaient raréfiés, remplacés par des présentations digitales moins humaines, et les voyages incessants perdaient leur éclat face aux restrictions sanitaires et à l'incertitude ambiante. À cela s'ajouta un événement plus intime, la perte d'un proche parent survenu en pleine période de confinement. Ce deuil, vécu loin des regards, renforça son besoin de ralentir et de se recentrer. Constance choisit de passer du temps dans sa région natale, retrouvant le goût des matins calmes, des repas familiaux et des balades sans objectif précis. Sur ses réseaux sociaux, les photos de backstage et de shootings spectaculaires furent remplacées par des paysages, des recettes, des instantanés de vie quotidienne.
Pour certains observateurs, ce retrait équivalait à un départ définitif du devant de la scène. Les nouvelles générations de mannequins prenaient le relais et le rythme frénétique des tendances laissait peu de place à la nostalgie. Pourtant, elle n'annonça jamais officiellement sa retraite. Elle continua à accepter ponctuellement des campagnes ciblées, souvent pour des marques avec lesquelles elle entretenait une relation de longue date. Ce silence médiatique, loin d'être une disparition totale, ressemblait plutôt à une respiration volontaire, un refus d'être prisonnière de l'obligation de visibilité permanente. Dans une industrie obsédée par la nouveauté, cette absence prolongée fit naître une forme de mystère autour de son nom. On se demandait si Constance préparait un retour ou si elle avait choisi de tourner la page pour de bon. Et c'est peut-être dans cette zone floue entre retrait et présence discrète que réside la dernière métamorphose de Constance Jablonski, celle d'une femme qui, après avoir conquis les podiums du monde entier, a trouvé la liberté dans le choix de disparaître un peu, sans rien devoir à personne. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque le nom de Constance Jablonski, ce n'est pas seulement pour se souvenir d'une silhouette ayant foulé les podiums de Chanel, Hermès ou Victoria's Secret, mais pour rappeler un style de carrière rare, construit sur la constance au sens littéral et figuré. Elle a laissé l'empreinte d'une beauté saine, d'une discipline presque sportive et d'une intégrité qui a résisté aux compromis faciles. Dans un milieu où beaucoup se brûlent en quelques saisons, elle a su durer, puis se retirer avec élégance. Son héritage tient autant à ses images iconiques qu'au message implicite qu'elle a envoyé. On peut réussir sans trahir son corps, on peut incarner la sensualité sans renoncer à la pudeur, on peut dire non sans fermer toutes les portes. Pour les jeunes mannequins françaises, elle reste un modèle de professionnalisme et de mesure, une preuve vivante qu'il est possible de négocier avec l'industrie tout en conservant sa voix propre. Les marques qui ont travaillé avec elle continuent de réutiliser ses campagnes, preuve que certaines images, quand elles sont sincères, résistent au temps et aux modes. Quant à ses apparitions ponctuelles, elles sont accueillies comme des retrouvailles, des rappels de ce que peut être la mode quand elle se met au service d'une personnalité et non l'inverse. Peut-être que Constance n'a pas disparu, peut-être que nous avons simplement cessé de regarder du bon côté. Et si elle décidait de revenir demain, le monde de la mode serait-il prêt à accueillir à nouveau une élégance aussi indocile ?